Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Fillon, député LR de Paris, ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite et du centre. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour François Fillon. Bonjour. Nous vous recevons au grand jury avec Christophe Jacobicine de LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Vous arrivez gonflé à bloc parce que vous avez de la vie générale bien réussi votre prestation lors du premier débat de la primaire et vous avez le sentiment que dans la dernière ligne droite, eh bien tout vous est permis. Vos proches et vous-même d'ailleurs vous dites ben voilà, je serai qualifié pour le deuxième tour de la primaire. Je vais être à l'une des deux premières places au soir du premier tour. Laquelle? Mais je pense ça depuis le début, je pense pas ça depuis le débat oui, mais enfin, de la vous semaine prenez dernière. Pas au sérieux quand vous le disiez. Oui, vous me preniez pas au sérieux, mais vous aviez tort. Voilà, parce que moi, ma conviction, c'est que je suis le seul vote utile au premier tour de cette primaire. Je suis le seul vote qui permette de faire émerger un programme de redressement national. Voilà. Et donc, ce programme que j'ai construit avec les Français pendant près de 3 ans, je sais qu'il répond à leurs demandes, je sais qu'il répond à leurs attentes. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de doute sur ma présence au second tour de cette primaire. Mais quand même, vous imaginez que Alain Juppé peut être dépassé, vous imaginez que Nicolas Sarkozy, avec le socle de militants qui lui sont attachés, coûte que coûte, peut être dépassé? Je n'imagine rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y aura... Il faut que l'un des deux soit dépassé par vous. Ça peut être l'un et l'autre, c'est à eux de choisir, pas à moi. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y aura beaucoup de votants. Qu'il y aura beaucoup de Français qui vont aller voter à cette primaire. Ça, je le sais, je le sens, c'est le terrain qui me renvoie ces signaux-là. Et donc, ces histoires de socle de militants, ça ne pèse pas très lourd dans une primaire où il y aura 2,5 millions, 3 millions de votants. Et des votants qui sont pour beaucoup des Français qui ne s'expriment pas, qui ne sont pas engagés, qui d'ailleurs attendront le dernier moment pour se décider d'aller voter à la primaire et pour choisir leur candidat. Et c'est pour ça que tous les pronostics seront déjoués, en tout cas c'est le pronostic que je fais sur les pronostics. Christophe Jacobicine. Justement, la nature des votants, qui seront ces 2, 3, 4 millions de Français qui iront voter, ça semble préoccuper notamment les Sarkozystes. J'imagine que vous avez remarqué ce matin une tribune signée par 165 élus, dont François Baroin ou Éric Ciotti, que vous connaissez bien, qui s'inquiètent de l'arrivée de Bayrou dans ce débat des primaires de la droite et du centre. Je crois qu'il y a deux choses différentes. La primaire, elle est ouverte à des Français qui, pour l'essentiel, seront des Français attachés aux valeurs de la droite et du centre. Il n'y a pas de risque de parasitage par des électeurs de gauche. Il y a un fantasme du parasitage par les électeurs de gauche. Il faut quand même se rendre compte que pour aller voter à la primaire, il faut se lever un dimanche matin, il faut décider d'arbitrer entre la pêche et la primaire. Il faut rentrer dans un bureau de vote où il y a que des gens de droite. La messe alors. La chasse, pardon, la chasse. Il faut rentrer dans un bureau de vote où il y a que des gens de droite. Il faut signer une charte comme quoi on est en accord avec les valeurs de la droite et du centre. On peut imaginer qu'il y ait des militants qui décident de faire ça, comme il y avait eu d'ailleurs des militants de droite qui avaient fait la même chose à la primaire de la gauche. Mais ça ne peut être que marginal. Vous trouvez ça bien, vous, de se renier comme ça, de dire « Oh, bah, je signe à bout de papier, mais j'en ai rien à faire ». Non, bien sûr, mais je vous dis c'est marginal, donc ça ne compte pas. Par contre, il y a une deuxième question qui est de savoir s'il y a en ce moment des tractations, des accords électoraux en vue de l'élection présidentielle, avec qui? Avec François Bayrou. C'est le cas d'Alain Juppé? En tout cas, je pose la question, est-ce que François Bayrou sera Premier ministre? Est-ce que François Bayrou sera au gouvernement si Alain Juppé était élu président de la République? Je pense que c'est pas une question mineure. Si vous êtes désigné finalement in fine au second tour, qu'est-ce que vous ferez de François Bayrou? Moi, je raisonne de façon complètement différente. J'ai d'accord avec personne. Parce que j'ai un programme. Et je considère que ce programme est le seul qui puisse redresser le pays. Donc je ne vais pas me mettre à négocier autour de ce programme des modifications, des changements, des compromis. D'accord, mais après, il aura sa place, François Bayrou, dans votre équipe? Après, moi, je souhaite accueillir tous ceux qui accepteront de soutenir ce programme. Mais j'ai quand même plutôt envie d'aller chercher des hommes et des femmes nouveaux. Et j'ai plutôt envie d'aller chercher des hommes et des femmes qui apportent une expérience et une ouverture. C'est pour ça que j'ai parlé d'un gouvernement de 15 ministres dans lequel je veux qu'il y ait une partie de la société, de membres de la société civile, parce que il me semble que le système politique craque de partout, qu'il faut commencer à l'ouvrir et que la meilleure façon de le faire, c'est dans la composition. Il y aura un renouvellement profond des têtes d'affiche de votre gouvernement. C'est mon souhait. Mais j'ai cru comprendre que vous demandiez à Alain
Alain Juppé de bien préciser quel rôle il entendait faire jouer à François Bayrou. Je ne veux pas focaliser sur François Bayrou, mais il faut qu'on sache s'il y a un accord électoral avec le centre avant la primaire. Je trouve que c'est étrange et que c'est pas dans le sens de la primaire. Vous êtes d'accord avec Sarkozy sur J'ai ce beaucoup point d'amis chez les centristes. Il y a des élus centristes qui me soutiennent. Je parle avec eux. J'ai rencontré les responsables centristes. Mais on va pas faire un accord électoral avant la primaire. Voilà, la primaire, c'est l'occasion de choisir un vrai projet, de choisir un homme ou une femme pour diriger le pays. Enfin, en tout cas, pour défendre les couleurs de la droite et du centre. Et c'est justement parce qu'on a trop fait dans le passé ces accords électoraux dans tous les sens, avec des partis qui souvent ont une représentation qui est moindre que la réalité politique, qu'on a abouti justement à autant d'échecs sur le plan économique et social. Vous avez dit, après la primaire, je donnerai très rapidement les noms de mes principaux ministres. Donc vous avez bien en tête déjà qui vous pourriez prendre comme Premier ministre. Bien sûr. Bien sûr, un homme, une femme ? Je vous répondrai pas à cette question. Voilà. N'essayez pas de me soumettre à la torture. Mais vous savez déjà qui ça pourrait être ? Non, j'ai plusieurs idées. Ouais. Il faut bien entendu le résultat de la primaire, le débat présidentiel qui va suivre aura une influence sur la composition de cette équipe gouvernementale. Mais ce que je sais, c'est que je veux des hommes et des femmes qui soient en mesure de conduire une transformation économique et sociale, et pas des gens qui vont venir négocier quelques avantages pour leur parti ou leur carrière politique. Guillaume Roquette. Dans le cadre de cette primaire, il y a eu une polémique cette semaine autour d'une déclaration de Jean-Frédéric Poisson qui, parlant d'Hillary Clinton, candidate à la présidentielle américaine, a dit elle est entre les mains, elle est contrôlée par le lobby sioniste. Est-ce que cette formule vous a choqué ? Oui, d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson lui-même s'en est excusé. C'est d'ailleurs pas seulement cette formule qui est choquante, c'est l'ensemble de la phrase qu'il prononce, parce qu'il commence par parler des milieux financiers de Wall Street. Il dit aussi qu'elle est liée à Wall Street. Voilà, et on voit qu'il y a quand même dans cette amalgame entre les milieux financiers et les lobbies sionistes une phrase qui est tout à fait condamnable, et d'ailleurs que Jean-Frédéric Poisson lui-même sur mais laquelle on il doit s'est l'exclure excusé. de la primaire ? Non, enfin moi c'est pas à moi de choisir mes concurrents à la primaire. Et puis je suis pas trop pour la police de la pensée, mais je pense que c'était bien que Jean-Frédéric Poisson remette de l'ordre dans les choses. Donc l'affaire est close, ça veut dire que mercredi, lorsque la haute autorité va se réunir, c'est terminé, on considère que Poisson a fait les excuses qu'il fallait. Oui. Allez, on va vous faire plaisir, vous êtes élu président de la République, et donc on va vous demander ce que vous faites par rapport à certaines questions d'actualité. Tout d'abord, avant même d'être élu, à la présidentielle, vous imaginez que vous allez affronter qui ? François Hollande ou Manuel Valls ? Ségolène Royal. Ou Emmanuel Macron. Mais vous allez trop vite. Déjà, je voulais savoir entre les deux. Bon, ça fait rien. Ils ont livré tous les noms. D'abord, j'affronterai le candidat que la gauche choisira. Oui. Ce que je peux dire simplement, c'est que je pense que François Hollande est disqualifié. Voilà. Et je pense qu'il est en particulier disqualifié par le livre qui vient de sortir de ses entretiens avec les journalistes. Et en particulier sur un point fondamental qui est la manière dont il parle des opérations secrètes à des journalistes du Monde qui par ailleurs ont une réputation sulfureuse et dont il se vante au fond d'avoir conduit des opérations d'assassinat ciblées de terroristes. Quand on pense qu'il y a un scandale aux États-Unis parce que Madame Clinton utilisait son téléphone personnel pour envoyer des mails et que chez nous ça ne fait même pas débat, ça veut dire quand même qu'il y a un problème de fonctionnement de notre système politico-médiatique et il y a une forme de, comment dirais-je, il y a un problème moral. Voilà, il y a un problème moral. Ça devrait être un énorme scandale qui disqualifie le président de la République. Et à défaut de François Hollande, Ségolène Royal. Pourquoi pas ce journal du dimanche, ce matin dit, si c'était elle. Écoutez, après, la gauche choisira, c'est pas non, mais moi, ça vous paraît plausible que Ségolène Royal mais on voit bien que la candidature de Ségolène Royal, qui est poussée par les hollandistes, est poussée par les hollandistes pour contrer la candidature du Premier ministre. Donc tout ça, ce sont des jeux d'appareils qui ont peu de choses à voir avec l'intérêt du pays.
On parle des policiers. Oui, pour Guillaume en revenir à des questions d'actualité plus immédiates, il y a ces manifestations de policiers, ce malaise très profond, et cette réponse répétitive faite par le gouvernement. Si on n'avait pas supprimé 13 000 postes dans les forces de l'ordre lors du quinquennat précédent, nous n'en serions pas là. Est-ce qu'avec le recul, vous avez des regrets d'avoir ainsi supprimé des postes dans la police? D'abord, c'est pas 13 000 postes, c'est un peu moins. Deuxièmement, ces postes n'ont pas été recréés, contrairement à ce que la gauche raconte. Mais le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Je dis pas que la question des effectifs dans la police et dans la gendarmerie ne se pose pas, mais je vais essayer de vous. Mais vous montrer. regrettez quand même. Oui, c'était une erreur. Je regrette qu'on n'ait pas réformer plus radicalement notre système de sécurité, parce que c'est pas la question des effectifs. Mais pardon, sur la question des effectifs, je vais vous donner des chiffres. Il y a pas moins de policiers en France par habitant qu'en Allemagne ou qu'en Grande-Bretagne. Bon, je pense qu'il y en a même un peu plus. Alors ces chiffres sont contestés par certains experts. Il y a un rapport du Sénat qui montre le contraire. Bon, admettons qu'on soit grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur. Vous dites les effectifs, ce n'est pas le sujet. Je dis que les effectifs, ça peut être le sujet dans un territoire, dans un département, dans un secteur particulièrement sensible. Mais de toute façon, qu'on fasse un peu plus ou un peu moins, ça changera pas la nature même du problème. La nature même du problème, c'est que la police a peur. Et quand la police a peur, c'est très grave. Elle a peur pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suffisamment équipée. Elle a peur parce que c'est le monde à l'envers. C'est pas les délinquants qui ont peur de la police, c'est la police qui a peur des délinquants. Je suis rendu dans beaucoup de commissariats de police ces derniers mois. J'ai le souvenir notamment d'être allé au Mureau il y a quelques semaines, là où travaillait un des policiers qui a été assassiné par ce djihadiste. J'ai vu des policiers, notamment des femmes officiers de police, qui m'ont dit on vit avec la peur au ventre, on dort avec le pistolet sous l'oreiller. Et qu'est-ce que vous faites alors pour qu'ils soient rassurés C'est là qu'il faut aborder sérieusement le sujet. C'est comme l'école. On dit l'école va mal, donc on va mettre des enseignants supplémentaires. Bon, on met des enseignants supplémentaires et l'école va toujours mal. Donc premier sujet, c'est la réponse pénale. C'est la plus importante. La réponse pénale est trop faible et elle a été particulièrement affaiblie par Madame Taubira avec l'arrêt du programme de construction de prisons, avec la suppression des peines planchées et avec cette idée de la contrainte pénale à la place de la prison. Le laxisme judiciaire, c'est un fait. Donc c'est un fait. Mais c'est la prison, parce que ce que disent les policiers, c'est qu'effectivement ils arrêtent des délinquants, parfois mineurs, qui les mettent en garde à vue et que le lendemain ils les retrouvent dans les quartiers au même endroit où ils avaient. Il y a des gendarmes qui m'ont même expliqué que parfois le temps qu'ils rentrent du tribunal, les délinquants étaient rentrés avant eux. Donc ça, c'est une situation insupportable. On donne des instructions donc, la première pénales chose qu'il faut faire, c'est qu'on est en face d'une crise, qui est une crise d'autorité. Si on veut répondre à cette crise d'autorité, il faut prendre des mesures, j'ai envie de dire presque exceptionnelles, en tout cas exceptionnelles dans leur sévérité. Il faut que toutes les agressions à l'égard d'un policier ou d'un gendarme soient sanctionnées, même les agressions verbales, toutes les agressions. Si on veut rétablir la crainte de la police, la crainte de la gendarmerie, il faut une campagne dans la durée. Mais comment faites-vous pour d'extrême changer sévérité l'attitude des magistrats? Comment faites-vous pour changer l'attitude des magistrats? La première chose, c'est qu'il faut sûrement recruter des magistrats. Là, il y a un vrai sujet de nombre de magistrats. Il y a un deuxième sujet de fonctionnement de la justice qui est paralysé par des tâches qui ne sont pas du tout, qui devraient être extériorisées. C'est pour ça que moi je propose par exemple que toutes les actes d'incivilité soient punis par des contraventions, exigibles immédiatement. Attendez, parce que c'est juste très important. Exigibles immédiatement par les policiers et les gendarmes, et qu'on puisse prélever sur les allocations familiales ou sur les aides sociales pour les personnes qui refusent de payer ces contraventions. Pourquoi? Parce que quand vous êtes aidé par la société, vous respectez la société. Si vous la respectez pas, il n'y a aucune raison que la société... Mais aujourd'hui, les juges dans le code pénal ont les moyens de prendre ces sanctions. Or, il arrive fréquemment qu'ils ne les prennent pas. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut recruter des magistrats. Moi, vous trouvez qu'ils sont gauchistes, les juges actuels, ou quoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord un problème de fonctionnement. Ensuite, il y a un problème de place de prison. Moi, je veux construire 16 000 places de prison, ce qui est énorme. Pendant le quinquennat où j'étais Premier ministre, on en a construit 9 000. Ce qui était déjà beaucoup, mais c'était pas suffisant. Ça a été arrêté par le gouvernement actuel. Il faut construire des places de prison. Et moi, je voudrais qu'on construise des prisons différentes. Je voudrais qu'on construise des prisons beaucoup plus simples, beaucoup plus sommaires, avec moins de personnel pour les gens qui sont absolument pas dangereux, et des prisons qui soient à l'image des prisons actuelles pour les délinquants dangereux. Je suis allé dans une prison dans l'Isère il y a quelques semaines. La directrice m'expliquait que pour un Mirador, il faut 7 gardiens. Mais pardon, donc pour 2 Miradors, il en faut 14. Quelqu'un qui vient d'être interpellé et relâché immédiatement, c'est pas uniquement un problème de place de prison, c'est une appréciation de magistrats que manifestement vous n'approuvez pas. C'est pour ça que je propose qu'on durcisse
la réponse pénale et qu'on légifère. Les juges resteront libres d'apprécier votre... On peut durcir la loi, déjà. Ouais. On peut durcir la loi sur la réponse pénale par rapport aux agressions de policiers et de gendarmes, y compris les agressions verbales. Ensuite, il faut construire des places de prison. Ensuite, il faut recruter des magistrats. Moi, j'ai émis une idée, je sais qu'elle est polémique et que tous mes amis ne la partagent pas, mais je pense aussi que le recrutement des magistrats devrait être plus divers. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut supprimer l'école nationale de la magistrature, mais je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs lieux en France où on Donc il y a un état d'esprit qui pose problème chez les magistrats. Je pense que ce que disait Olivier, ils sont trop gauchistes dans leur appréciation. À chaque fois qu'il y a une école unique, il y a une sorte d'esprit de corps qui se crée. Voilà. Alors, c'est comme l'ENA, mais s'agissant de la magistrature... Et ils pourraient venir d'où, ces juges, s'ils ne venaient pas de l'école de la magistrature? Quel profil imagineriez-vous? Il y avoir dans les universités des instituts de formation judiciaire qui soient créés. C'est juste une question d'aérer le système et de le diversifier. Mais avant de jeter la pierre aux juges, il faut quand même regarder la question des moyens, du fonctionnement et de la réponse en termes de places de prison. Et il y a une question spécifique qui est posée également par les policiers, qui est celui de la délinquance des mineurs. Par exemple, un mineur qui commence à commettre un délit, ils disent il n'est pratiquement jamais puni, ou en tout cas quand une sanction est prononcée, elle n'est pas appliquée. Est-ce que pour vous, l'enfermement, la prison ou autrement, c'est une réponse, ou bien il faut quand même moduler c'est une réponse à condition qu'on fasse ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on crée des établissements qui soient adaptés. Mais c'est quoi ça pour les mineurs, par exemple? Un mineur, c'est pas très intelligent de le mettre dans une prison avec des gens qui purgent des peines de 10 ans, qui sont extraordinairement dangereux. Alors vous le mettriez où? Je le mets dans un établissement qui se trouve au cœur d'une ville, qui est surveillé d'une manière différente et qui permet de l'éduquer quand il n'est pas récidiviste. Parce que la question, après, c'est de durcissement des peines pour les récidivistes. C'est les peines planchées. Mais Ségolène Royal, en 2007, elle avait fait rigoler la France entière quand elle avait parlé d'encadrement militaire. Et on s'aperçoit que sur la base du volontariat, alors pour le coup, pour les jeunes qui veulent finalement redémarrer, existent les EPID qui sont des internements à encadrement militaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose, mais non pas sur la base du volontariat, mais d'une sanction judiciaire pour les jeunes délinquants? C'est deux sujets différents. Il y a un premier sujet où on a besoin d'établissements avec un encadrement. Il y a aujourd'hui Espérance Banlieue, qui est une remarquable expérience. Il y a les établissements que vous venez d'indiquer. Moi, pour la sanction, il faut que l'administration pénitentiaire mette en place des établissements qui soient directement adaptés aux jeunes et qui aient ce souci de réinsertion qui est fondamental. Le terrorisme. Peut-être juste un dernier mot sur la police. Il y a un dernier sujet. Moi, je voudrais un grand ministère de la sécurité intérieure on a déjà regroupé la gendarmerie et la police. Je voudrais qu'on y ajoute l'administration pénitentiaire, qu'on y ajoute tous les services de renseignement en dehors de ceux qui ont une vocation extérieure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je voudrais qu'on joue la complémentarité entre les forces de police. Vous avez en gros 145 000 policiers. Vous avez un peu plus de 97 000 gendarmes. Il y a 20 000 policiers municipaux et il y a 245 000 personnes qui sont employées par des sociétés privées de sécurité. Eh bien, il faut que tout ce monde-là travaille ensemble. Les policiers municipaux, ils doivent être armés, ils doivent pouvoir contrôler les identités, ils doivent être complètement intégrés au système. Et enfin, les employés de ces sociétés de sécurité doivent prendre en charge les gardes statiques, toutes ces missions qui viennent inutilement priver les policiers du travail qui est le leur. Le terrorisme, dans le livre là, que vous venez de publier, Vaincre le totalitarisme islamique, vous préconisez un certain nombre de mesures très sévères, mais sur les fichiers S, en revanche, vous dites que ça sert à rien de les interner. Alors on se dit, bon, est-ce qu'il y a une indulgence parfois de François Fillon à l'égard de ceux qui pourraient être dangereux ? C'est exactement le contraire. Je démontre dans ce livre qu'au lieu de se lancer dans des débats qui n'en finissent pas, des débats polémiques, il y en a qui veulent rouvrir le bagne de Cayenne, il y en a d'autres qui veulent mettre en résidence surveillée tout le monde sans jugement. Ah oui, vous y allez même très... Il faut appliquer... Oui, attendez, juste une incidente, vous y allez drôlement fort même. Vous dites, page 134, je refuse qu'on en revienne à la loi de Robespierre qui voulait que tous les gens suspects soient mis en état d'arrestation. Je dois dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est la première fois
que j'entends Sarkozy être comparé à Robespierre. Ça, je ne sais pas du tout viser Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup d'autres gens qui tiennent le même discours. Ce que je veux montrer, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que en appliquant la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, avec fermeté et dans la durée, on a des résultats qui sont bien plus efficaces que tous ces débats. Pour les fichiers S, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on peut arrêter, mettre en détention provisoire et juger jusqu'à 30 ans, avec des peines jusqu'à 30 ans de prison, des gens pour ce qu'on appelle intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire que quelqu'un qui fréquente des recruteurs de l'État islamique, quelqu'un qui passe sa vie sur les sites internet où on leur apprend qu'il faut prendre le volant d'un camion pour foncer dans la foule, on peut les arrêter, on peut les placer en détention, on peut les juger. Si la loi existe et que le code pénal existe, là encore, c'est un problème d'application de la loi par les magistrats. Alors là, il faudrait d'abord que les procureurs, que le parquet réclame l'application de ces mesures. Or, le parquet ne le fait pas. Donc, il y aura une instruction au parquet pour que j'ai déjà interrogé, et c'était Madame Taubira à l'occasion, c'était Claude Goasguen qui avait le premier imaginé cette solution et qui avait interrogé Madame Taubira, qui avait répondu que l'État islamique n'était pas un État et que donc en concurrent, on ne pouvait pas utiliser cet élément du code pénal, ce que je conteste. Et pour les Français qui sont allés se battre avec l'État islamique, vous dites il ne faut pas les laisser rentrer, les laisser revenir en France. Je propose qu'on leur retire la nationalité française. Donc vous en faites des apatrides, vous l'assumez? Oui, je l'assume. Je l'assume pour une raison simple. D'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir de quand date la disposition qui permet de retirer la nationalité à quelqu'un qui tourne les armes contre son pays, c'est le Front populaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut retirer la nationalité française à ceux qui sont partis se battre contre nous. Concrètement, et ça veut dire qu'au lieu de se poser la question de savoir ce qu'on va en faire quand ils vont rentrer, eh bien, la question se posera pas parce qu'ils comment ça se passe? Les Turcs, par exemple, ont un ressortissant français qui revient de Syrie. Et ils disent, nous on veut pas le garder, ils nous le renvoient. Il arrive à Roissy ou à Orly, on le renvoie où? Non, parce qu'on l'accepte pas. Il n'a plus la nationalité française, donc il doit obtenir des papiers pour entrer en France. On les lui donne pas. Voilà, c'est simple. C'est simple. Il faut un décret du Conseil d'État. Mais attendez, une décision. Excusez-moi. Le retrait de la nationalité, c'est un décret du Conseil d'État. Il est à Istanbul, il a encore son passeport dans la poche, donc on le laisse prendre l'avion, Turkish Airlines, il arrive à Orly ou à Roissy. On fait quoi? On l'expulse. Et où? On l'expulse. On le renvoie en Turquie. Qu'est-ce que font les Anglais? Qu'est-ce que font les Anglais? Non, mais je sais pas, je pose la question. Ils laissent pas rentrer les personnes qui n'ont pas de papier sur leur territoire. Mais là, on parle d'apatride. D'abord, on commence par les empêcher de passer les contrôles en Turquie. Il y a des accords à passer avec la Turquie. Enfin, si on se pose, si tout est impossible, alors évidemment. Non, mais évidemment, qu'il est important de savoir comment ça peut être réalisé. Bien sûr, mais vous voyez bien que la décision qui consiste à déchoir de sa nationalité quelqu'un parce qu'il prend les armes contre son pays, c'est une décision qui est sacrément dissuasive. Normalement, on est lié par une convention qui nous interdit de créer des apatrides. On n'a jamais ratifié. L'école, signé, mais pas ratifié. Voilà. L'école, vous dites beaucoup de choses sur l'école, mais vous dites notamment, je veux qu'on écrive notre récit national, et je nommerai 3 académiciens de renom. Vous avez déjà une idée? Qui va nous dire? 3, 4 ou 5. Non, mais je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut, on a besoin que la jeunesse française appréhende l'ensemble de l'histoire de France telle qu'elle est, dans sa réalité et dans sa complexité. Y compris les Gaulois, évidemment. Y compris les Gaulois, mais il n'y a pas que les Gaulois. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits, qui sont des choix idéologiques. C'est facile à démontrer. Il y a des personnages qui sortent du récit, il y en a d'autres qui y rentrent. On vient de retirer Clémenceau, on vient de retirer Vercingétorix, on vient de retirer... Voilà. Donc on a besoin de ce récit national. Et je dis bien récit national et pas comme certains roman national, parce que c'est un récit. La différence? Le récit national, il s'appuie sur des réalités et des faits. Le roman, par définition... Dans votre livre, le récit s'arrête. Vous énumérez les grands hommes de l'histoire de France et vous vous arrêtez à Jacques Chirac. Il n'y a pas Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas le sujet. C'est simplement que l'histoire... en général, l'histoire qu'on étudie à l'école, c'est l'histoire avec un certain décalage. Mais vous n'êtes pas très gaulois quand même, parce que vous dites page 143, excusez-moi, la France, c'est qu'un siècle d'histoire depuis le baptême de Clovis. Oui, parce que c'est la naissance de l'État français, au fond. C'est la naissance de la France en tant que nation. D'accord. Voilà. Et je pense que pour écrire ce récit national, il faudrait faire appel à des historiens, des académiciens. Il ne s'agit pas de laisser les hommes politiques écrire l'histoire de France, mais il ne s'agit pas non plus de laisser l'inspection générale de l'éducation nationale continuer à écrire des programmes
qui sont avec une inspiration idéologique qui est qui est évidente. Donc on remplacera les manuels d'histoire avec ce nouveau récit national. Absolument. Alors, la jungle de Calais, on parle d'abord des opérations de démantèlement et de la répartition ensuite, si vous le voulez bien, parce qu'on va être obligé de s'interrompre dans quelques instants pour les informations de 13h. Alors, qui veut interroger François Fillon sur le démantèlement? Le gouvernement a annoncé que ça serait effectif lundi et qu'ensuite les migrants de Calais seraient dispersés dans un certain nombre de centres en France. Il y a des villes dans lesquelles la municipalité n'est pas d'accord avec l'installation de centres. Il y a des maires comme celui de Béziers, Robert Ménard, qui dit je voudrais faire un référendum pour demander aux citoyens leur avis. Est-ce qu'il faut imposer aux communes l'installation de centres d'accueil si les habitants et la municipalité ne sont pas d'accord? D'abord, il faut démanteler Calais. Et moi, je soutiens en particulier les élus locaux, que ce soit Xavier Bertrand ou que ce soit Natacha Bouchard, le maire de Calais, qui réclament ce démantèlement. C'est devenu insupportable. À partir du moment où on démantèle Calais, il faut bien mettre pour le moment, et en attendant de traiter leur cas, les migrants quelque part. Et donc, c'est pour ça que je me suis opposé à tous ces mouvements qui avaient été lancés pour refuser l'installation des migrants sur le territoire. Maintenant, un référendum lancé par le président du parti. Maintenant, il faut un accord des élus locaux. On ne peut pas imposer à une municipalité uniquement parce qu'elle a, je sais pas moi, un hôtel désaffecté sur son territoire. C'était le cas d'une commune de la vallée de Chevreuse où il y avait 300 habitants et où on allait mettre 70 migrants parce qu'il y avait 70 places. Vous seriez maire de Sablé-sur-Sarthe, vous diriez j'en accepte ou j'en accepte? Bien sûr. Vous diriez j'en accepte? Bien sûr. Si j'en ai les moyens et si j'en ai la capacité. Pourquoi? Parce que il faut bien apporter des réponses à cette question. Le référendum de Monsieur Ménard, c'est la démagogie pure et simple. Mais les élus locaux doivent être consultés parce que si les élus locaux ne sont pas en accord avec cette politique, ils ne mettront pas en place les mesures nécessaires pour assurer la vie de ces personnes, la sécurité de leurs habitants, etc. Mais il n'y a pas risque de pérennisation, c'est-à-dire que ces centres d'accueil... Bien sûr qu'il y a un risque. C'est pour ça que moi je propose dans mon projet présidentiel que les demandeurs d'asile soient accueillis dans des centres dédiés. Et qui soient tenus de résider dans ces centres dédiés et qu'on puisse savoir en permanence où ils sont, de manière à ce que quand la demande d'asile leur est refusée, on puisse les expulser, ce qui aujourd'hui est très difficile parce qu'ils sont disséminés sur le territoire, que la demande d'asile est traitée pendant un délai qui est trop long, que les personnes s'installent, les enfants vont à l'école, etc. Donc il faut raccourcir les délais, mais il faut surtout mettre en place des centres d'accueil dédiés pour les demandeurs d'asile. On redit, dans un instant, on va reparler de la manière de démanteler Calais, mais nous marquons une pause pour les informations de 13h. Maintenant à la 5310e minute de jeu dans ce classico PSG-OM et Marseille garde l'avantage sur Paris avec 68 buts à 63 en ce début de 119e mi-temps. Qui de Cavani ou Gomis mènera la prochaine offensive? Depuis toujours, le classico PSG-OM ne se vit que sur Canal+. Ce soir, le match continue à 20h45 en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. En ce moment, 50% de réduction immédiate sur le paquet de curly cacahuètes. Tu parles des curly cacahuètes qu'on adore? Oui, c'est la fête chez Leclerc. Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de curly cacahuètes de 325 grammes avec 50% de réduction immédiate est à 1,24 €, soit 3,82 € le kilo après réduction. Pour modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez RTL, il est 13h. Le rappel des titres, Olivia Leray. Il y a un an, jour pour jour, 43 morts à la sortie de Puisseguin, en Gironde. Un car transportant des retraités avait pris feu après avoir percuté un camion. 2 cérémonies ont eu lieu ce matin dans le département en hommage aux victimes. 2 stèles ont été inaugurées. À Tours, Manuel Valls veut rassembler une gauche presque pulvérisée selon ses mots. Aujourd'hui, le baromètre IFOP du JDD lui crédite 26% d'opinion favorable. C'est son meilleur score depuis mars dernier. 6e soirée consécutive de mobilisation des policiers à Paris, mais aussi à Strasbourg ou encore à Nancy.
Russie. Ils réclament notamment une révision des règles de la légitime défense. Leur patron, Jean-Marc Falcon, leur répond dans le JDD ce matin. Il dit n'être pas favorable à ce stade à une réforme. La RATP va porter plainte après l'incendie de l'un de ses bus hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. 3 individus y ont mis le feu après avoir fait descendre les passagers. Football, à Lorient, Sylvain Ripoll, c'est fini selon les informations du site l'équipe.fr. La direction s'est séparée de son entraîneur ce matin au lendemain de la défaite contre Dijon. Les Merlus sont derniers de la Ligue 1. Vieux classico, mais nouvelle ère ce soir à 20h45 au Parc des Princes. PSG-OM, ce sera le premier pour le nouvel entraîneur marseillais Rudy Garcia. Un match à vivre évidemment dans Soir de Ligue 1 sur RTL de 20h à minuit. Avant cela, à 15h, Caen reçoit Saint-Etienne. À 17h, Metz reçoit Nice. En Coupe d'Europe de rugby, premier match de l'après-midi à 14h. Montpellier reçoit les Irlandais de Leinster. En Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton partira en pole position du Grand Prix des États-Unis. Le temps pour cet après-midi, 2 dégradations balayent le pays. L'une nous vient de Méditerranée, l'autre de l'Atlantique et cela donne beaucoup de pluie de la Bretagne au Languedoc-Roussillon en passant par le Limousin. Il y aura aussi du vent. Les éclaircies sont plus belles en bord de Méditerranée. Les températures 10 degrés du côté de Rennes, 14 degrés à Paris, 15 degrés à Dijon, 19 degrés à Nice, 20 à Montpellier, 23 à Toulouse, 24 à Montauban. Vous écoutez RTL, il est 13h01 dans un instant, la suite du grand jury RTL, Le Figaro LCI avec François Fillon. Souvenez-vous de vos moments de bonheur, de vos premières vacances. Mais ce bonheur, pourquoi un jour le laisser disparaître? Pourquoi ne pas le partager? Faire un legs au secours populaire, c'est transmettre ce bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Legs Donation Assurance Vie, appelez le 01 44 78 21 00 ou connectez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur et on peut aussi le transmettre. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Fillon, député LR de Paris, ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite et du centre. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. François Fillon, nous vous retrouvons avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacobissine de LCI qui a une question complémentaire à vous poser sur Calais. Oui, on va donc démanteler le camp de Calais, comme on a démantelé il y a quelques années celui de Sangatte. La question, je pense que les Français se posent, c'est quel sera le prochain camp et comment fait-on pour gérer ces migrants qui veulent aller en Angleterre et que pour l'instant, tant que les accords du Touquet sont en application, on se doit de gérer. Il y a 2 choses. Les accords du Touquet, il faut les renégocier. La Grande-Bretagne ne peut pas refuser la renégociation des accords du Touquet et on a d'ailleurs des éléments mais elle restera une île et donc elle restera une île, ça m'a pas échappé. Et donc même s'il y a un tunnel. Donc il faut les renégocier, mais ça suffira pas. Il faut qu'on ait des frontières européennes qui soient défendues. Et ça c'est fondamental. Des frontières européennes défendues, ça veut dire quoi? Moi j'étais aux États-Unis il y a 15 jours ou 3 semaines. Il faut 2 heures pour passer les contrôles de police aux États-Unis. Demain il faudra 2 heures pour passer les contrôles de police à l'entrée des frontières européennes. Avec qui faire ces frontières? Avec les pays qui l'acceptent. Et c'est d'ailleurs ma conception de l'avenir de l'Europe, c'est des coopérations avec les pays qui sont prêts à s'engager sur des sujets stratégiques. Les frontières, la défense, la monnaie européenne. Ça veut dire que Schengen peut être plus petit si ça veut dire que Schengen peut être plus petit s'il y a des pays qui ne se sentent pas capables, qui n'acceptent pas les contraintes que supposent les frontières, comme la Grèce par exemple, eh ben il faut qu'ils sortent du dispositif. Voilà, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va tous revenir à des frontières nationales. Ça sera l'ultime réponse. Donc une de vos priorités, c'est de renégocier Moi, je Schengen préférerais qu'on reste avec des frontières européennes, mais ces frontières européennes doivent être défendues. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des barrières, des gardes-côtes, et surtout tous les moyens électroniques, tous les moyens numériques qui permettent d'être bien sûr
qu'on sait qui rentre et qui sort du territoire. Dans votre programme sur l'immigration, vous êtes favorable à l'instauration de quotas. Oui. Quel est, à votre avis, le nombre d'immigrés qui devraient entrer en France chaque année, sachant qu'aujourd'hui c'est environ 200 000 et ça depuis D'abord, presque ce 10 ans. nombre aujourd'hui devrait être beaucoup moins important. Ce que je propose, c'est des quotas qui soient votés chaque année par le Parlement dans un débat transparent, enfin dans un débat public, en fonction des capacités économiques et sociales du pays. Quand vous dites Donc, moins ça veut important, dire, vous avez une idée en tête du nombre d'immigrés souhaitables? je crois qu'aujourd'hui, ce nombre devrait être très très inférieur à 100 000. Voilà, parce que nous sommes dans une situation d'extrême tension, avec des problèmes d'intégration, donc il faut qu'on reprenne notre souffle, il faut qu'on soit capable d'intégrer les gens qui sont sur notre territoire, donc il faut un minimum d'immigration dans les années qui viennent. Mais si on divise au moins par 2, passons de 200 000 à moins de 100 000, ça veut dire moins d'étudiants, moins de regroupement familial? Alors c'est pour ça que je propose d'abord des quotas qualitatifs. C'est-à-dire que à l'intérieur du quota maximum, je propose qu'on attribue les titres de séjour en priorité aux personnes dont on a besoin, qui ont des qualifications qui correspondent aux besoins du pays. Et s'agissant du regroupement familial, moi j'applique le quota sur le regroupement familial. Je considère qu'interdire le regroupement familial totalement, ça n'a pas de sens. Je prenais l'autre soir l'exemple d'un médecin syrien dans un hôpital français qui fait tourner un service depuis 2 ans, vous n'allez pas l'empêcher de faire venir sa femme et ses enfants. En revanche, quand le quota est atteint, si on décide que le quota est de 50 000, 60 000 personnes, 80 000 personnes, le jour où le quota est atteint, le regroupement familial s'arrête jusqu'à l'année suivante. On va parler un peu d'international parce que vous développez cette idée que la lutte contre le terrorisme se passe en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, et notamment au Proche-Orient et d'abord à l'étranger. Alors il y a une actualité, la bataille de Mossoul, Christophe Jacobussin. Oui, peut-être Mossoul justement, l'après de Mossoul en Irak, parce qu'on voit par exemple que les milices chiites sont aussi présentes sur la ligne de front. Est-ce qu'on doit se désintéresser du gouvernement et de ses composantes? Est-ce que c'est du domaine intérieur ou est-ce qu'on doit déjà préparer l'après en Irak aussi? Ce que j'ai voulu dire avec le livre, ce que j'ai voulu faire avec le livre que j'ai publié, c'est prendre date parce que je pense qu'on est en face de la montée d'un mouvement totalitaire extrêmement puissant qui tire ses racines dans une histoire déjà relativement ancienne et qui, s'il n'est pas combattu avec la plus extrême énergie, va créer une forme de conflit mondial avec lequel on va devoir vivre pendant une génération. Ce mouvement totalitaire, c'est quoi? C'est l'islamisme sunnite, c'est l'islamisme radical? Non, c'est la montée au sein de l'islam d'un intégrisme qui débouche sur un mouvement politique totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement totalitaire? C'est quand des gens veulent imposer, pour des raisons idéologiques, les mêmes règles de vie à tous les individus. En totalité, prendre le contrôle en totalité de la vie des personnes. Bon, c'est exactement ce que fait l'État islamique, mais il n'y a pas que l'État islamique. C'est ce que faisaient les talibans en Afghanistan, et chacun sait qu'ils sont pas loin de reprendre le pouvoir. Ces mouvements tentent de déstabiliser le Pakistan, ils ont déstabilisé la Syrie, l'Irak, ils menacent le Liban. L'Égypte n'a dû son salut qu'au retour d'un dictateur. Le Yémen est en guerre, la Libye est en guerre, et ils descendent maintenant à travers l'Afrique occidentale. Alors, mieux vaut des dictateurs que des islamistes radicaux. Il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité absolue, exactement comme ça a été le cas au XXe siècle avec le nazisme, c'est d'éliminer ces totalitaires. Quels que soient les alliés avec lesquels on va éliminer ces totalitaires. Et alors, s'agissant de Mossoul, pourquoi est-ce que la situation est très difficile? Parce que l'Irak n'existe plus. En réalité, les Américains, en faisant sauter les structures irakiennes, ont fait disparaître l'État irakien. Aujourd'hui, il y a un État kurde, où je me suis rendu à plusieurs reprises, qui honnêtement est totalement autonome. Il ne manque plus que la reconnaissance aux Nations Unies. Et entre les chiites et les sunnites, il est impossible désormais d'arriver à une cohabitation en Irak. Ça, c'est côté irakien. En Syrie, il y a les bombardements continus sur Alep. Vous soutenez cette coalition formée de la Russie et de Bachar el-Assad. Quand la France dit il faudra juger Poutine, le président russe, pour crime de guerre à cause de ces bombardements sur Alep, si vous êtes président de la République, vous vous opposerez à une telle politique poursuite? De la France est absurde. Elle est absurde, et d'ailleurs elle a abouti, la politique de la France, des États-Unis et de l'Europe, elle a abouti à la situation d'aujourd'hui. Et au lieu de faire des moulinets
inutile. Le gouvernement français devrait se poser la question de savoir pourquoi la politique qui est conduite par les Occidentaux depuis 4 ans débouche sur ces horreurs. Parce que la guerre est toujours horrible. Et la guerre en Syrie, c'est le résultat de l'incapacité des Occidentaux à trouver des solutions. Il y a 4 ans, il était possible d'obtenir un accord avec les Russes et de sortir Bachar el-Assad du jeu. À condition de reconnaître les intérêts russes en Syrie et à condition de reconnaître que la Russie avait un adversaire qui était l'intégrisme islamique. Et tant qu'on n'a pas compris ça, évidemment, on ne peut pas parler intelligemment avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie menace pas d'envahir la France, elle n'est pas une menace pour l'Europe, et elle ne lance pas des djihadistes assassinés. Si vous dites ça des aux Français. Baltes ou aux Polonais, ils ne seront pas forcément d'accord avec vous. Mais à ma connaissance, la Russie n'est pas entrée dans les pays baltes et elle n'est pas entrée en Pologne. Elle a soutenu un mouvement séparatiste Elle a en Ukraine. soutenu un mouvement séparatiste Elle a en annexé Ukraine la parce Crimée. que nous avons conduit une politique de provocation à l'égard de la Russie, en installant des défenses antimissiles à ses frontières, en poussant l'OTAN jusqu'en Ukraine et jusqu'en Géorgie. C'est-à-dire qu'on a... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Russie, c'est pas le Luxembourg. C'est le plus grand pays du monde, avec des richesses minières très importantes et avec un système politique très instable. Bon. Traiter ce pays comme on l'a traité, le traiter comme si c'était une puissance mineure, j'oublie les armes nucléaires qui sont légion en Russie. En faisant cela, on a poussé la Russie à la faute. Je ne dis pas, moi j'approuve pas la politique de la Russie, je dis simplement qu'on l'a poussé à la faute et qu'aujourd'hui on est responsable du désordre dans lequel... Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des contacts avec Vladimir Poutine et pour lui dire peut-être qu'il faut tout de même qu'il ait aussi, lui, la volonté de trouver un accord avec les Européens? Je n'ai pas eu de contact avec le président Poutine depuis très longtemps. Je n'ai d'ailleurs aucune relation personnelle avec le président Poutine. J'ai des relations politiques, professionnelles. Et le président russe pourrait s'appeler Boris ou Ivan, que ça ne changerait strictement rien à la question. D'ailleurs, cette personnalisation de la diplomatie française à l'égard du président russe est encore une faute. La question, c'est la Russie. Est-ce que la Russie a déjà eu un dirigeant démocratique? Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Donc il faut faire avec la Russie telle qu'elle existe, telle qu'elle est. Et on peut s'entendre avec elle, bien sûr. Est-ce que c'est la philosophie on même? l'avait démontré dans le quinquennat précédent. Les relations franco-russes étaient à un très très bon niveau, autant sur le plan économique que sur le plan diplomatique. Oui, mais le partenariat avec la Russie que Nicolas Sarkozy et vous vouliez instaurer, le partenariat stratégique, économique et sécuritaire concernant le continent européen avec la Russie, ça n'a pas fonctionné. Mais parce qu'on l'a pas fait. Olivier Mazerolle, on l'a pas fait parce qu'une grande partie des Européens s'y sont opposés. Voilà, est-ce que c'est pas la philosophie même? Et surtout parce que les Américains s'y sont opposés. Est-ce que c'est la philosophie même de l'OTAN qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire l'alliance entre les États-Unis et les pays européens d'un côté et la Russie de l'autre, qui en fait est resté l'adversaire? En tout cas, l'OTAN n'aurait jamais dû chercher à s'étendre au-delà de ses limites, et en particulier au contact même de la frontière russe. Vouloir mettre en place une alliance militaire qui est contre la Russie, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont, à la frontière de la Russie, c'est de la provocation. Mais c'est sous le quinquennat précédent et votre gouvernement qu'on a réintégré le commandement. Pas du tout. On n'a jamais réintégré l'OTAN, on a toujours fait partie de l'OTAN. Le commandement intégré. On a réintégré un commandement. C'était un signe important. On avait un objectif à l'époque qui était d'essayer de convaincre notamment les Allemands et les autres pays européens d'aller vers une défense européenne. Nicolas Sarkozy pensait, et je l'ai défendu, que en faisant entrer la France dans ce commandement intégré, on pourrait plus facilement pousser ce projet européen. Je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et qu'il faudra envisager la coopération des pays européens en matière de défense en dehors de l'OTAN. On parle d'économie et de social. Dans un livre précédent, vous écriviez plutôt, on ne redonne pas l'espérance avec des tisanes. Alors, quand on lit votre programme économique, fin des 35 heures, passage aux 39 heures dans la fonction publique, 500 000 fonctionnaires de moins, priorité aux accords d'entreprise, augmentation de 2 points de taux de TVA, du taux normal, de TVA, pour baisser les charges, pour financer le système social, dégressivité de l'assurance chômage, retraite à 65 ans. Là, c'est plus du tout de la tisane, effectivement, mais c'est carrément une potion d'huile de foie de morue.
morue. Hein. Non, c'est pas du tout une potion d'huile de foie de morue. Sur beaucoup de sujets, ça consisterait juste à revenir à la situation qui était la nôtre il y a 15 ans. Voilà. Je rappelle qu'on travaillait 39 heures, on travaillait même 40 heures. Quand on travaillait 39 heures en France, avant 2000, les salariés ne défilaient pas dans la rue pour réclamer les 35 heures. Les 35 heures, c'est une invention du gouvernement socialiste de l'époque, parce qu'ils pensaient que c'était un instrument de lutte contre le chômage. Mais il n'y avait pas de revendication des salariés pour passer tout de même, à ce qui me 35 surprend, heures. c'est que dans la ce retraite livre-là, à 65 ans, dites... Olivier Mazerolle, la retraite à 65 ans, c'était le cas avant 1980. Alors même que l'espérance de vie était inférieure. Oui, mais ça, c'était avant. C'est peut-être oui, pour ça que vous êtes troisième, non ? Parce que vous avez ce programme qui passe aux yeux des Français comme une purge, pour reprendre l'expression d'Olivier. Alors d'abord, je vous fais remarquer, les commentateurs, vous êtes formidables, parce que certains jours, vous dites tous les programmes sont équivalents. Et puis d'autres, quand ça vous arrange, vous dites, ah ben non, le programme de Fillon, c'est une purge. Vous devriez être content qu'on vous différencie des autres. Ça veut dire qu'au moins vous les avez lus, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je remarque que tous les candidats proposent la retraite à 65 ans. Nicolas Sarkozy, il ruse un peu en proposant 64, qui proposent tous de supprimer les 35 heures, qui proposent tous les accords dans les entreprises. Ils simplement, proposent pas tous la TVA sociale, ils proposent pas tous. Il y a des sanctions. C'est là où leurs programmes ne sont plus cohérents. Et on l'a vu dans le débat dans le premier débat de la primaire. C'est que si vous ne pratiquez pas un choc fiscal très important sur le coût du travail, il n'y aura pas de redémarrage de l'économie française. Or, le choc fiscal proposé par Nicolas Sarkozy, il est inférieur au choc fiscal de François Hollande, puisque quand on regarde les chiffres des propositions de Nicolas Sarkozy, si on enlève le CICE, au fond, il propose 17 milliards d'allègement de charges pour les entreprises. Et tous les autres candidats à la primaire ont montré dans le débat qu'en réalité, ils n'étaient pas en mesure de baisser la dépense publique quand on leur a posé la question « Où est-ce que vous réduisez les emplois de fonctionnaires ?» Aucun n'a été capable de répondre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le courage de reconnaître que si vous voulez baisser le nombre d'emplois publics, il faut augmenter le temps de travail. Voilà. Alors, et ça, c'est la clé, sur les fonctionnaires, du redressement. sur les si on ne fonctionnaires, travaille pas plus, on ne pourra pas redresser la situation. Sur les fonctionnaires, justement, c'est un des gros symboles en France, quand même, la fonction publique. Encore hier, Manuel Valls disait, cette droite qui veut démolir la fonction publique. Bon, 500 000 fonctionnaires de moins. Là, 5,5 millions aujourd'hui. 5,5 millions. Oui, mais vous disiez, vous avez dit, le statut de la fonction publique sera passé à la paille de fer. Mais vous imaginez, pour un fonctionnaire aujourd'hui, il se sent vraisemblablement stigmatisé par ce genre de propos. Si vous suivez la phrase, c'est pour retirer des avantages qui ne concernent absolument pas les fonctionnaires de base, qui concernent la haute fonction publique, les personnes qui sont sanctionnées, qui ont commis des fautes et qui sont réintégrées dans leur corps d'origine, ceux qui sont détachés sur des fonctions qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet de la fonction publique. C'est de ces sujets-là que je parlais. Mais d'une manière plus générale, il faut que les Français comprennent une chose. Si vous dites à un Français qu'il va aller voir son banquier pour emprunter de l'argent sur 10 ans, pour payer le loyer du mois, ou pour payer ses vacances, le Français comprendra, à qui vous dit ça, il comprend parfaitement que c'est pas possible et que ça fonctionnera pas. Or, c'est exactement ce que nous faisons. Nous, je vois ici Gilles Carrez, qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée, qui vous le dirait mieux que moi. Nous empruntons sur des longues durées, tous les ans, pour payer des dépenses immédiates de fonctionnement. Ça veut dire que notre pays est proche d'une situation à la grecque, à l'espagnole, à l'italienne ou à la portugaise. Si on ne prend pas les devants, qu'on ne réforme pas l'administration maintenant, à un moment, ça nous sera imposé d'une manière extrêmement violente et on sera obligé de faire des plans sociaux sans aucune capacité d'anticipation. C'est pour ça que je dis que c'est maintenant qu'il faut réduire la dépense publique. Alors justement, un exemple concret avec l'hôpital. J'imagine que là aussi, il faudra augmenter le temps de travail des agents. Nicolas Sarkozy aujourd'hui propose l'autonomie des hôpitaux comme vous avez fait l'autonomie des universités. C'est une piste intéressante ? Je pense que les hôpitaux ont besoin, tous les établissements publics ont besoin d'une certaine autonomie. Je pense que s'agissant des hôpitaux, il y a besoin d'un dialogue plus sain entre médecins et fonctionnaires et administrateurs. D'une manière générale, ce que je constate dans la santé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui administrent la santé et il y a de moins en moins de gens qui sont au contact des malades. Donc là, il y a un vrai gisement à la fois de simplification et de diminution de dépenses. Oui, parce que vous êtes très concret là-dessus. Vous dites, dans le domaine de la santé, on peut faire 20 milliards
d'économie. Et vous dites, c'est en réformant la carte hospitalière, donc est-ce qu'on ferme des hôpitaux? Combien? Et vous dites aussi, en baissant les dépenses de santé, ou plus exactement leur croissance, est-ce que ça veut dire moins de remboursement de soins? Comment trouvez-vous les 20 milliards sur la santé? Ce que je propose déjà, c'est de rester en dessous de 2% de croissance de ce qu'on appelle les dépenses de santé. Hein. Donc on n'est pas dans... Oui, mais si les gens vont plus chez le médecin, vous pouvez leur dire à un moment c'est fini comme pour l'immigration? On y arrive d'abord en faisant beaucoup plus confiance aux médecins. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins, et en particulier les généralistes, redeviennent les organisateurs de l'offre de santé de base sur le territoire. Ça veut dire que les hôpitaux et les cliniques privées doivent avoir une vraie convergence de leurs tarifs. Ça veut dire que on doit accepter qu'il y ait sur des territoires une offre de base de soins à travers quelque chose qui ressemble à soit une maison de santé, soit un dispensaire, et que les activités hospitalières de très haut niveau soient concentrées sur des hôpitaux plus importants. On ferme combien d'hôpitaux en France, à votre avis? J'ai pas de chiffres comme ça à vous lancer à la figure des Français, mais il faut continuer. Moi j'ai l'expérience. J'ai fermé 2 hôpitaux et une clinique privée pour constituer un seul centre hospitalier entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Ça a été un combat de 10 ans, mais si je l'avais pas fait, il y aurait plus d'offres de soins sur ce territoire. Donc ça veut dire que bien sûr, les élus locaux sont toujours hostiles, les populations sont réticentes, les organisations syndicales se battent, mais on peut pas non plus figer pour toujours l'organisation d'un système de santé, alors que les technologies, la durée de la vie, tout cela progresse de façon très importante. Monsieur Fillon, autour de cette table, on est tous un peu des privilégiés quand même, hein, parce que beaucoup de Français vivent avec des salaires qui ne sont pas élevés. Et ils réclament, ils demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat. Alors vous dites, on peut pas donner plus que ce qu'on a, c'est une évidence, mais en même temps, quelle réponse vous pouvez leur faire, quelle réponse d'espoir vous pouvez leur faire à ceux-là qui se disent, quand même, on a du mal parfois à quelques euros près à boucler les fins de mois. Bien sûr. La première chose que je leur dis, c'est que si on diminue la dépense publique, si on diminue les impôts, si on diminue les charges, leur pouvoir d'achat va augmenter. Et d'ailleurs, moi, je propose dans mon programme 10 milliards d'allègement de charges salariales, donc ce qui fait du pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français, et d'augmentation de la politique familiale, de manière à aider les familles et les salariés, c'est-à-dire la classe moyenne, les gens qui ont été le plus frappés sans doute par la dégradation de la situation économique. Je trouve que c'est plus efficace que de baisser l'impôt sur le revenu. La deuxième chose que je leur dis, c'est que le projet que je propose, il vise à atteindre le plein emploi. C'est-à-dire à faire ce qu'ont fait les Allemands, les Anglais, les Suédois, les Finlandais, etc. Est-ce qu'ils peuvent y croire? Parce que quand même, le plein emploi, on leur dit depuis plusieurs années, ça y est, on va le rétablir. Pourquoi est-ce que nos voisins y arriveraient et pas nous? Est-ce qu'il y a une question génétique? Il y a une différence fondamentale entre un Allemand, un Français, un Anglais, un Suédois. Ils y arrivent notamment en libéralisant le marché du travail. Bien sûr, c'est ce que propose Bruno Le Maire, par exemple, avec les jobs à 5 € de l'heure. Vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, ce que je propose, c'est de libéraliser le marché du travail en multipliant les formes de contrats de travail, en permettant aux Français qui veulent se mettre à leur compte à travers un statut de travailleur indépendant de le faire, ce qui va, à mon avis, se développer de façon massive avec les nouvelles technologies. Je pense qu'on peut créer 1 million d'emplois avec ce statut-là, comme on l'avait fait déjà d'ailleurs dans le quinquennat précédent avec les auto-entrepreneurs. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Et la libéralisation du marché du travail, elle est nécessaire et elle est fondamentale. Mais les mini-jobs moins bien payés, vous trouvez que c'est une bonne idée? Moins bien payés que le SMIC? Je ne le propose pas. Je ne le propose pas parce que je pense qu'il faut... Il y a des priorités si on veut redresser l'économie. Les priorités... Ça veut dire quoi? Ça veut dire des réformes très difficiles, qui peuvent être impopulaires, qu'il faut faire dans un délai très court. Ces réformes, pour moi, elles doivent aboutir d'abord au redémarrage de la croissance. Si vous y introduisez des sujets comme le SMIC, par exemple, vous y introduisez un élément qui permettra une forme de résistance du pays contre le changement. Alors que si on se concentre sur les mesures efficaces que je propose, sur la baisse des charges, sur la fiscalité de l'investissement, sur la baisse de la dépense publique, alors on a le levier juste pour redonner de l'espoir aux Français. Mais tout de même, Monsieur Fillon,
Votre modèle, vous le répétez souvent, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il n'a jamais oublié l'aspect social dans sa politique économique. Et il a notamment inventé quelque chose qui est la participation. Auquel je suis très attaché. Qui a été discuté en son temps, mais il a inventé ça. Quelle est la proposition que vous faites qui pourrait ressembler à ça? C'est-à-dire qui concilie le libéralisme économique avec tout de même une préoccupation sociale. D'abord, il ne faut pas caricaturer le général de Gaulle. Non, je caricature pas. En 58, le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a pris des mesures extrêmement libérales. C'est comme ça qu'il a fait redémarrer l'économie française. La deuxième chose, c'est que le général de Gaulle vivait il y a 50 ans, 60 ans, et qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est assez différent. Oui, mais bien sûr, mais l'aspect social, vous ne pouvez pas l'oublier. Je propose dans mon projet de rendre beaucoup plus facile la participation au passage, d'ailleurs, le Parlement vient de voter une mesure scélérate contre les distributions d'actions et qui rend impossible, par exemple, le déplacement de la place financière de Londres sur Paris, ce qui montre à quel point les socialistes continuent à être aveuglés. Je propose une allocation sociale unique qui permettra d'aider de façon personnalisée, donc beaucoup plus juste, les personnes qui sont en difficulté, et notamment d'éviter tous les effets de seuil qui font qu'aujourd'hui, quand vous reprenez quelques heures de travail, vous allez perdre des avantages sociaux, ce qui pousse un certain nombre de gens à ne pas le faire. Donc la politique que je propose, c'est une politique sociale. Mais je vais reprendre une formule de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui disait « La meilleure politique sociale, c'est celle qui crée des emplois ». C'est ce qui marche, oui, disait-il, effectivement. Le mode de gouvernement, Christophe Jacobissine ? On avait parlé effectivement de vos 15 ministres. Est-ce que déjà vous travaillez sur la structure de l'État ? Est-ce que ça passe aussi par une redéfinition complète des pôles ? Et est-ce que vous vous engagez sur le quinquennat à ne pas changer de structure ministérielle ? Bien sûr, j'ai même proposé déjà il y a longtemps qu'on fiche dans une loi la structure des ministères pour que on ne puisse pas la changer comme ça à la veille d'un remaniement ministériel pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire des opérations de communication. Pourquoi est-ce que je veux 15 ministres ? Parce que s'il y en a plus, c'est le désordre. Voilà, quand on regarde tous les gouvernements des pays modernes et qu'on regarde les fonctions qui sont nécessaires dans un État, on en trouve une quinzaine. Deuxièmement, je veux mettre en œuvre un programme. Mais c'est à peu près le cas aujourd'hui, parce que si vous ajoutez les secrétariats d'État, les ministres délégués, on a 35-40. Il y a 15 ministres délégués. D'ailleurs, le premier gouvernement Fillon, au lendemain de l'élection présidentielle de 2007, comportait 15 ministres. Et il était Vous avez rajouté après des secrétaires d'État. Oui, mais je pense qu'on a eu tort. On a tort. Pour arriver à 39. On a tort, parce qu'on crée un gouvernement qui est pléthorique, dans lequel il y a beaucoup de désordre, et puis surtout, il faut des ministres qui aient une autorité personnelle. Vous ne choisissez pas pour diriger une entreprise ou une grande structure humaine, vous choisissez pas quelqu'un par rapport à la question de la représentation, la diversité, ou je sais pas quoi, vous choisissez quelqu'un qui soit efficace. Mais justement, est-ce que vous changez aussi les têtes de l'administration ? Nicolas Sarkozy dit il y a des résistances dans la haute administration, il faut changer les patrons de l'administration centrale quand on arrive au pouvoir. Il faut changer ceux qui pourraient poser problème, mais contrairement à Nicolas Sarkozy, moi je ne le dis pas, je le fais. Par exemple, c'est qu'il ne le fera pas ? Par exemple, j'ai des souvenirs de 2007. Il y a parfois un discours très violent contre certains responsables publics, et puis finalement, on les voit rester en place. Qui n'a-t-il pas changé ? Ça, c'est votre travail d'investigation. C'est pas à moi de le faire. Donc vous estimez qu'il ne l'a pas fait ? Mais je dis qu'en tout cas, moi, je n'aurai aucun état d'âme pour le faire. Vous le ferez, voilà. Aucun état d'âme pour le faire. Je le fais, non, vous le ferez. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Allez, les questions par tweet. Bon, alors je vous dis tout de suite, je lis brut de décoffrage, moi. L'axime de la justice, Fillon a raison, la preuve, Balkany, Sarko et autres républicains en liberté. J'ai dit qu'il fallait des hommes et des femmes irréprochables pour diriger notre pays, et je suis d'ailleurs toujours étonné qu'on me reproche cette phrase, comme s'il y avait... Ça correspond d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure sur le livre des journalistes à propos de François Hollande. Il y a quand même un problème de référence morale dans notre pays. On devrait l'ensemble des responsables médiatiques et politiques devraient être révoltés contre les déclarations du président de la République dans son livre, et devraient approuver François Fillon quand il dit que les dirigeants doivent être irréprochables. Voilà. Vous dites ça aussi parce qu'ils vous ont mentionné dans une conversation que vous auriez eue avec Jean-Pierre Jouyet ? Que j'ai toujours nié, et pour laquelle j'ai un témoin, contrairement à M. Jouyet. Autre tweet, pas couillon ce que dit Fillon pour une fois, le centre c'est pas la droite, d'où le piège tendu par Alain Juppé.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je sais pas, commentaire. Je vous réponds que moi je suis à droite, voilà. Que je suis à droite, que je défends une droite classique, que c'est mon histoire, c'est mes gènes politiques. Et Juppé, vous le placeriez à droite aussi? Avec son programme? Je pense qu'Alain Juppé a un programme qui est très flou et qui veut en dire le moins possible pour conserver sa place dans les sondages. Je pense que c'est dans un pays qui est en crise, on a besoin de choses claires. On a besoin que les Français s'engagent sur des réformes claires et, à mon sens, qui vont plus loin que celles que propose Vous dites Alain avec Juppé, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, quoi. En tout cas, c'est un programme que je respecte Alain Juppé, mais je dis que son programme n'est pas adapté à la gravité de la situation. Vous dites dans ce livre, regrettez qu'on vous compare à Margaret Thatcher. Pourquoi, finalement, Non, c'est le contraire. Elle avait redressé. Non, c'est le contraire. Thatcherisme, on vous dit. Non, c'est le contraire. Je dis que ceux qui croient me faire de la peine en me comparant à Margaret Thatcher se trompent parce qu'ils me font plaisir. Voilà. Merci. Parce que Madame Thatcher a redressé son pays, ce qui ne sera pas le cas de François Hollande quand il quittera le pouvoir. Merci François Fillon d'avoir été l'invité de ce grand jury qui